Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je n'ai même pas encore publié la page qui décrit le camp qui m'a invité en République dominicaine. Je suis encore en train de traduire les pages sur les oiseaux du français à l'anglais. Que je suis sur le site d'un projet qui s'appelle Eco Rancho, le ranch écologique si vous voulez, que je vous décrirai bien entendu dans une page qui sera publiée après celle de République dominicaine. Je suis en retard pour les vidéos et pour ces publications, notamment parce que j'ai perdu mon disque dur, celui qui est inclus à l'ordinateur, qui a dû être remplacé. Et vous savez, il faut réinstaller toutes les applications, etc. Je n'ai perdu aucune photo, je vous rassure, mais ça fait beaucoup de travail, beaucoup de temps perdu. Donc, je voulais absolument faire cette petite vidéo. Depuis longtemps, elle sera nécessaire pour diverses autres leçons de la formation en ITO, celle-ci en est une, mais également pour des vidéos qui traitent de conservation de la nature, et notamment une particulière que je vous promets depuis des mois sur l'histoire des passereaux. Il s'agit de vocabulaire, alors ne soyez pas rebutés par cette idée, parce que nous allons parler en réalité de la nature et des écosystèmes. Mais pour pouvoir en parler, il faut utiliser les mots convenablement. Malheureusement, les mots ne sont pas toujours utilisés convenablement, mais il faut aussi reconnaître que certains d'entre eux sont compliqués et tout le monde ne les comprend pas, donc quand on ne les comprend pas, on ne peut pas bien les utiliser, évidemment. Le plus important ici que je vais vous décrire, c'est la niche écologique. C'est plus qu'un mot, déjà c'est deux mots, vous allez me dire, mais c'est un concept théorique extrêmement important. Et quand on ne le comprend pas, on comprend quasiment rien de l'histoire des oiseaux, de la notion d'espèce, etc. Tout est lié à la niche écologique. Pour comprendre la niche écologique, il faut comprendre des concepts plus simples, qui sont décrits donc par des mots, et je vais rappeler tout cela ici. Tout d'abord, il faut savoir que jusqu'à preuve du contraire, comme on ne connaît que de la vie sur Terre, alors peut-être qu'un jour on découvrira de la vie ailleurs, mais on ne peut parler que de la vie sur Terre puisqu'on n'en connaît pas d'autres. La vie sur Terre dépend d'une structure non vivante. Le vivant n'existe que s'il y a du non-vivant. C'est un support. Alors il existe beaucoup de supports différents, et on peut comme tout les catégoriser de façon plus ou moins précise. Et quand on a un support qui est plus ou moins uniforme, sachant que quand on dit plus ou moins uniforme, il y a toujours une part d'arbitraire, mais par exemple, imaginez en îlot, en banc de sable, en rocher qui dépasse dans la mer, une montagne, en lac. Ce sont quand même des supports de la vie qui ont une limite assez nette. Ce n'est pas toujours aussi net, mais c'est quand même assez net. Ce support non vivant, donc minéral, qui présente différentes caractéristiques, des caractéristiques donc de constitution, de quelle matière minérale il est constitué, du sable, de l'argile, etc. Mais également des caractéristiques de type climat, hydrologie, sont regroupées sous un mot qu'on appelle le biotope. Alors déjà, ce mot est souvent très mal utilisé. Beaucoup de gens confondent le biotope avec un milieu ou un habitat naturel. Donc ce qu'on voit ici derrière moi, à l'Eco Ranch, où je me trouve, eh bien, ce n'est pas un biotope. Vous ne voyez pas le biotope. Tout ce qu'on voit derrière moi, c'est du vivant. Le biotope, ce n'est pas du vivant. Ce sont des caractères abiotiques, non vivants. Donc, pour m'expliquer facilement, imaginez un îlot avec un petit peu de sol qui dépasse, une pierre, peu importe, une roche, peu importe laquelle. Ça, c'est notre biotope. La notion de biotope n'a de sens que si de la vie se développe dessus. Donc si c'est en milieu, en endroit dénudé, sans vie, sur la Terre, c'est rare. Ce n'est pas un biotope, puisque bio, c'est de la vie, top, c'est ce qui supporte la vie. C'est le support du vivant. Donc, sur mon îlot se développe du vivant. Ça peut être une forêt, ça peut être quelques buissons, ça peut être quelques graminées, ça peut être des mousses, du vivant. La partie qui va se développer
sur un biotope, la partie vivante, qui est donc composée d'êtres vivants et de matière organique, s'appelle la biocénose. C'est comme ça que ça s'appelle. L'ensemble du biotope et de la biocénose, le non-vivant et le vivant ensemble, qui sont en lien intime, puisque le vivant ne peut pas exister sans le non-vivant, mais le support non-vivant va être modifié par le vivant. Il va avoir de la matière organique qui va se déposer sur le biotope, qui va être décomposée, qui va produire des molécules minérales, et donc le support dépend aussi du vivant. Donc il y a un échange, cet échange est un système qu'on appelle un écosystème. Bon, donc on a compris que la délimitation du biotope est parfois plus nette, parfois plus floue, mais quand on est d'accord sur un biotope, il y a sur un biotope une biocénose et l'ensemble des deux forment un écosystème. Bon. Jusque-là, je pense que ce sont des bases qu'à peu près tout le monde devrait connaître, sauf que souvent le terme biotope est confondu avec le terme habitat ou milieu. J'y arrive. Maintenant, vous comprenez bien que la biocénose qui se développe sur un biotope, et donc forcément l'écosystème, dépend du biotope. Sur un banc de sable, on ne va pas avoir la même végétation que sur un sol limoneux en région amazonienne. Voilà, bon, on est bien d'accord qu'on va avoir des êtres vivants complètement différents. Ces différents écosystèmes, on peut donc les catégoriser. Les catégories, pour savoir quel type d'écosystème, on appelle ça en habitat. On appelle ça aussi, dans certaines littératures, c'est carrément synonyme, dans d'autres pas. Je dirais que c'est un terme qui est un peu flou, que j'utilise malgré tout dans les publications, parce qu'il existe dans le langage courant, mais duquel il faut se méfier, il faut bien lire le contexte pour comprendre son sens, c'est le terme milieu. Mais milieu et habitat, dans certaines circonstances, c'est synonyme. Donc, en habitat, c'est un type d'écosystème. Par exemple, une forêt de pins est un habitat. Une forêt de feuillus est un habitat. Une lande buissonnante est un habitat. Des tourbières, etc. Bon. Je pense que ça, vous comprenez bien que c'est logique de catégoriser les différents types d'écosystèmes et on leur a donné un nom, donc ce sont les habitats. Mais l'habitat, c'est aussi, et en réalité c'est un peu la même chose, c'est juste un autre point de vue sur la même chose, c'est aussi donc le milieu, l'écosystème, dans lequel peut se développer une espèce. Donc si je dis quel est l'habitat de la mésange noire, mais son habitat préféré, c'est la forêt de pins. Donc la forêt de pins est un habitat, et c'est aussi l'habitat de la mésange noire. Je pense que jusqu'ici, ce sont les parties simples. Et puis il reste maintenant à définir la niche écologique. Mais quand vous avez bien en tête ce que je viens d'expliquer, la niche écologique devient relativement facile à comprendre. Et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est si important de bien appréhender le concept. La mésange noire vit dans la forêt de pins. Mais elle ne vit pas dans toutes les forêts de pins de la planète. S'il y a une forêt de pins aux îles Canaries ou aux Philippines, il n'y a pas de mésange noire. Donc il y a des limites géographiques. Mais il y a aussi d'autres limites. Si vous regardez la carte de répartition de la mésange noire, vous allez voir qu'elle ne vit pas dans toutes les forêts de pins d'Eurasie. Pourquoi? Notamment parce que pour pouvoir survivre, la mésange noire a besoin de cavités dans lesquelles elle fait son nid, c'est un oiseau cavicole. Donc s'il n'y a pas de cavité, elle ne peut pas vivre. Et pour qu'il y ait de la cavité, il peut y avoir différentes possibilités, mais enfin de loin la principale, c'est qu'il y ait des pics, comme le pic et pêche, qui creusent des trous pour lui et que la mésange noire peut réutiliser. Donc, il faut définir une liste de caractéristiques qui concernent l'habitat, c'est-à-dire les caractéristiques du biotope et de la biocénose, c'est-à-dire les espèces vivantes et les caractéristiques donc physiques du lieu pour savoir si la mésange noire peut y vivre. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'il y ait de la nourriture. Pour la mésange noire, c'est facile, elle est assez
je dirais, opportuniste. Elle mange surtout des insectes en période de nidification, comme la plupart des mésanges, et elle peut se contenter de graines le reste de l'année. Bon, les mésanges ne sont pas très compliqués au niveau nourriture. Mais il y a d'autres encore caractéristiques. Il faut que les pins aient un certain âge, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Il ne suffit pas de dire une forêt de pins. Des pins qui feraient 3-4 mètres de haut n'auront peut-être pas les cavités qu'il faut pour accueillir un nid de mésanges noirs. Donc vous voyez, il faut rajouter comme ça des caractéristiques qui s'accumulent et qui sont presque infinies. Parce que la mésange noire, j'ai pris un oiseau très facile. Maintenant, on peut prendre des oiseaux qui sont beaucoup plus compliqués. Des oiseaux qui demandent la présence d'une essence particulière, mais qui ne peuvent pas survivre en présence d'une autre espèce, une espèce concurrente, qui est dominante. Toutes ces caractéristiques, ensemble, forment la niche écologique. Donc si vous voulez, ce qui est compliqué avec la niche écologique, c'est qu'on ne peut jamais vraiment en faire une liste complète. C'est quasiment infini. Et même si c'était fini, au stade actuel des connaissances, on ne connaît pas tout. La preuve, c'est que les écosystèmes comprennent tous les êtres vivants, les caractéristiques pour définir et précisément. Or, parmi les êtres vivants, il y a des micro-organismes, comme les bactéries et les virus. Mais on n'a même pas décrit quelques pourcents de ces êtres vivants. Donc comment voulez-vous qu'on les mette dans la description complète de l'habitat et donc de la niche écologique d'une espèce, puisqu'on ne les connaît même pas tous. Donc vous voyez, c'est très très vaste. Par contre, on peut déterminer certains paramètres de la niche écologique qui nous permettent de savoir si le lieu, l'écosystème, peut convenir ou pas à une espèce. Et à force d'étudier différentes espèces, on est capable, quand une espèce est présente ou absente, d'étudier et de se dire normalement ici l'espèce devrait être présente. Mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Et très souvent, il y a une raison humaine. Par exemple, on a introduit des polluants que cette espèce ne supporte pas, par exemple. Alors que si on ne connaissait pas les caractéristiques, on pourrait dire, tiens, ici il y a une forêt de pins, mais il n'y a pas de mésange noire. Est-ce qu'on a pollué? Et peut-être que naturellement il n'y a pas de mésange noire parce qu'un seul paramètre de la niche écologique ne convient pas. Alors, c'est très important, quand on étudie l'histoire des oiseaux, leurs relations, qu'on définit les espèces, etc., pour une bonne et simple raison. C'est que, par définition, dans un même écosystème, dans un même lieu, donc évidemment, deux êtres vivants ne peuvent jamais occuper exactement la même niche écologique. Donc, si vous avez par exemple deux fuligules qui vivent sur le même étang, vous allez dire, ils sont dans la même niche écologique, c'est le même biotope, c'est la même biocénose, c'est les mêmes êtres vivants qui vivent dans l'environnement. Éventuellement, ils mangent la même chose. Il ne semble pas y avoir de différence. Eh bien, si. Si vous avez ces deux fuligules qui nichent à cet endroit, vous pouvez être certain qu'il y a un paramètre de la niche écologique qui diffère. Sinon, ils ne seraient pas là tous les deux. Mais ces paramètres peuvent parfois être très subtils. Par exemple, la date de la nidification. Ah oui, il suffit que l'un niche en mars et l'autre en mai. Et c'est bon. Ou bien tout simplement l'endroit où il fait le nid. Si là on fait le nid sur le lac ou sur l'étang de façon flottante, et l'autre le fait sur la terre ferme par exemple. Voilà, c'est une caractéristique de niche écologique qui diffère. Ou bien en fait ils mangent tous les deux la même chose, des mollusques ou des poissons, ou peu importe, mais l'un va manger des petits et l'autre des gros. Alors il peut y avoir une différence de 20-30%. C'est vraiment des tout petits détails. Mais ces détails sont tout à fait importants. Parce que dès qu'on étudie ces détails et qu'on se rend compte que les deux espèces, par exemple, ont exactement les mêmes exigences, eh bien vous ne les trouverez jamais côte à côte. Parce que cette concurrence serait insupportable et elle est donc contre-sélectionnée par les écosystèmes. Ça peut aller très très loin. Un exemple spectaculaire assez récent, qui a été découvert en partie grâce à la génétique, c'est chez les océanites, des petits oiseaux marins,
Eh bien, on a constaté, je pense que l'étude a eu lieu aux Açores, qu'il y avait des océanides, donc l'espèce, le nom de l'espèce quand elle a été étudiée, maintenant on a changé la classification, c'était l'océanide de Castro. On a remarqué qu'il y avait une population qui nichait en hiver et une population qui nichait en été. Sur mars, septembre, plus ou moins. Et donc, au début, on pensait que c'était les mêmes. On imaginait qu'en mars, voilà, les océanides venaient, pondaient, ils nichent dans des galeries, genre des galeries de lapins, des choses comme ça. Hein. Donc ils font leur nid, tout ça en mars, ils se reproduisent, en avril, mai, les jeunes sont partis. Au début, on imaginait qu'ils revenaient en septembre. Puis on a remarqué qu'en septembre, ce n'étaient pas les mêmes que ceux de mars. Mais ils sont dans les mêmes nids, mais à 6 mois d'écart. On a découvert ça en étudiant les individus, en marquant les individus par exemple. Mais ce que a montré la génétique, c'est qu'il n'y a pas eu d'échange génétique entre les nicheurs de mars et les nicheurs de septembre depuis des temps immémoriaux, j'ai en tête 1 million d'années environ. Vous imaginez ? 1 million d'années sans s'échanger alors qu'ils utilisent les mêmes nids dans les mêmes endroits. Simplement, une différence, c'est la date de la reproduction. Et bien voilà un caractère évidemment important, un paramètre important de la niche écologique, la date de la nidification. Il n'y a pas de concurrence puisqu'ils ne nichent pas au même moment. Et donc on a dû déterminer qu'il s'agissait de 2 espèces différentes. Dans vos livres, vous trouverez notamment maintenant l'océanide de Castro qui existe toujours, mais l'océanide de Montero par exemple, qui niche aux Açores, mais à 6 mois de décalage avec l'océanide de Castro. Voilà. Donc vous voyez, les caractéristiques de niche écologique sont absolument cruciales pour comprendre l'adaptation des espèces, évidemment, à leur milieu, le rôle, en réalité la niche écologique, c'est le rôle de l'espèce dans son milieu, mais qui dépend évidemment du milieu, hein, donc il faut bien comprendre. Certains disent que la niche écologique pourrait se définir par le travail de l'espèce dans son habitat, dans son milieu. Hein, vous voyez, j'utilise les deux un peu en synonyme, par habitude, je préférerais dire toujours habitat pour éviter toute confusion. Voilà, j'espère que ceci vous permettra de bien comprendre ces termes et vous allez voir que ce sera essentiel pour comprendre des leçons suivantes, notamment une leçon que je vais faire sur les sous-espèces. Pour bien comprendre la notion de sous-espèce, il faut comprendre la notion de niche écologique. Voilà. Je vous dis à très bientôt avec différentes publications. Chaque fois, je vous dis, je vais essayer de faire plus de vidéos. C'est pas évident en voyageant dans les contextes variables dans lesquels je suis, avec des difficultés techniques. Mais je m'accroche, je continue. Et donc, je vous dis à bientôt pour cette leçon sur les sous-espèces, pour la fameuse vidéo que je vous promets sur les passereaux, qui sera plus longue, un petit peu plus complexe, mais je pense absolument passionnante. Et je reviendrai sur la crise. Il y a eu beaucoup de visites sur ma dernière vidéo concernant les variants. Je vois que ce sont toujours, depuis l'année passée, les vidéos qui ont le plus de succès, c'est quand je parle de la crise. Et je vais vous parler d'un sujet très sensible, des sujets qu'on injecte. Je ne vous dis pas le mot parce qu'ils sont terriblement censurés, donc je vous parlerai de cette censure. Et malgré la censure, comment est-ce qu'on peut en parler? Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo également. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité.